Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la bataille d'Alcantara, qui se déroule le 25 août 1580, dans les environs de Lisbonne. Elle prend place dans le contexte de la crise de succession liée à la disparition de Sébastien Ier en 1578 et de la mort de Don Henrique de Avise, le cardinal roi, en 1580. Dans le cadre du choix du nouveau souverain de Portugal, deux candidats se détachent. Don Antonio, fils illégitime du frère du roi de Portugal, Juan III, et le roi d'Espagne, Philippe II. Vous en saurez plus sur la bataille d'Alcantara? Venez avec moi. La bataille d'Alcantara se déroule durant la crise de succession portugaise suivant la mort de Don Henrique de Avise, cardinal roi de Portugal, dernier représentant légitime de la dynastie des Avise, laissant le Portugal sans aucun roi, mais avec plusieurs prétendants. Cette crise successorale débute à partir de 1578, lors de la disparition de Sébastien Ier dans les sables du Maroc durant la bataille d'Akalsekebir, laissant son oncle monter sur le trône. Mais un cardinal, ne pouvant pas avoir d'enfants, le Portugal et surtout la noblesse doit choisir entre plusieurs candidats, dont deux se détachent rapidement. Philippe II, roi d'Espagne, qui rêve de réaliser l'union ibérique à son profit, et Don Antonio, prieur de Crato, espérant refaire l'exploit de Juan Ier, fondateur de la dynastie des Avise et vainqueur de la précédente crise successorale en 1383-1385. Plusieurs candidats faisant partie, de près ou de loin de la famille royale, prétendent également au trône de Portugal. Ranuccio Farnèse, âgé de 11 ans, fils de Maria de Portugal, fille de Don Duarte de Portugal, duc de Guimarães, petite-fille de Manuel Ier. Dona Catarina de Portugal, duchesse de Bragance, seconde fille de Don Duarte de Portugal, sœur de Maria de Portugal. Philippe II, roi d'Espagne, fils d'Isabelle de Portugal, fille de Manuel Ier. Dona Maria d'Austria, impératrice du Saint-Empire romain germanique, sœur de Philippe II, roi d'Espagne. Emmanuel Philibert de Savoie, fils de Dona Béatrice de Portugal, fille de Manuel Ier. Don Juan Ier, duc de Bragance, marié avec Dona Catarina de Portugal. Don Antonio, prieur de Crato, fils illégitime de Don Luis de Avise, fils de Manuel Ier. De toutes les candidatures, seul Don Antonio descend de Manuel Ier par la lignée masculine. Mais malgré ce lien plus direct, sa naissance illégitime rend sa candidature plus fragile et moins légitime. De plus, l'absence de soutien de la part de la grande noblesse prive Don Antonio de moyens financiers et militaires. Malgré les différentes candidatures plus ou moins fortes et réalistes, Philippe II, roi d'Espagne, et Don Antonio, prieur de Crato, fils illégitime de l'infant Don Luis de Avise, sont apparus comme les candidats les plus soutenus, respectivement par la noblesse et le haut clergé, de la part du monarque castillan et du peuple et du bas clergé pour le défenseur du royaume portugais, reflétant le profond clivage politique qui s'est produit dans le royaume plongé dans de graves difficultés économiques au milieu de la décadence de l'âge d'or. Un royaume encerclé non seulement dans la métropole, mais sur les fronts lointains de son empire d'outre-mer face aux puissances navales émergentes qu'est l'Angleterre, les Pays-Bas. Après des défaites successives et des conflits nés des tentatives répétées de négociations avec le roi d'Espagne, les gouverneurs de Portugal sont menacés par la population de Lisbonne et fuient le royaume en se réfugiant auprès des forces espagnoles rassemblées à la frontière. Face au dernier argument employé par Philippe II menaçant d'une invasion militaire, Don Antonio, prieur de Crato, est proclamé roi à Santarém par la population locale le 20 juin 1580. Cependant, la plupart de ceux qui sont mobilisés contre l'envahisseur espagnol sont des amateurs, gens de métier, artisans, laboureurs et citoyens ordinaires. Comment trouver des fonds afin de soutenir ces prétentions ? En effet, le prieur de Crato, bien que suivi par le peuple, ne peut lever d'armées et de mercenaires sans trouver rapidement des subsides. Les grandes familles aristocratiques possédant encore suffisamment d'argent pour recruter des soldats sont du côté du roi d'Espagne. Et aucune autre nation ne veut ou ne peut venir en aide au fils bâtard de Don Luis de Avise. Cependant, une autre solution va être utilisée pour tenter de sauver l'indépendance du Portugal. Pour payer son armée, Don Antonio se trouve dans l'obligation de prélever des joyaux de la couronne portugaise, de l'argenterie des églises et des dons. Même si cette résistance populaire comporte un fort message politique de refus envers l'Union ibérique,
Elle demeure cependant inefficace dans le domaine militaire contre une armée de vétérans commandée par un général très expérimenté, le duc d'Albe. L'armée du prieur de Crato est également composée de moines marchant en tête, des compagnies, le crucifix d'une main et l'épée dans l'autre. Quelles sont les chances de victoire de Don Antonio avec une armée aussi hétéroclite face aux troupes expérimentées du duc d'Albe? Si l'on analyse, le rapport de force est clairement en faveur du duc d'Albe. Mais des miracles se sont déjà produits dans l'histoire, à l'image de la bataille d'Azincourt, de Gaugamélès ou encore la bataille de Montgisard, qui voit la victoire de Baudouin IV le lépreux avec une armée réduite écraser celle largement supérieure de Saladin. Don Antonio, s'appuyant sur son expérience à Tanger et à Cassé-Kébir, espère vaincre le grand duc d'Albe, avec l'espoir de voir la noblesse rejoindre la lutte contre l'envahisseur espagnol. L'ancien et unique pont qui reliait les rives de la Ribeira d'Alcantara est aux mains des Portugais. Les forces de défense sont concentrées dans une position solide, soutenues par des obstacles naturels, qui constituent également une faiblesse, car en cas de défaite, une retraite est quasiment impossible sans subir de nombreuses pertes. Don Antonio a positionné le peu de pièces d'artillerie qu'il a trouvé à Lisbonne dans la célèbre Peça de Diu, aujourd'hui au musée militaire de Lisbonne. Un canon colossal, mesurant 6 mètres et pesant 19,5 tonnes, apporté d'Inde dans la première moitié du XVIe siècle. Le pont de pierre demeure le seul passage pour rejoindre l'autre côté de la rive. Si on analyse les différents documents et lettres laissés par le duc d'Albe, on peut constater que malgré la position tenue par Don Antonio, le général espagnol signale quelques faiblesses dans les tranchées portugaises. Chose qui n'apparaît pas dans les sources et documents portugais, préférant mettre l'accent sur la détermination et la position de défenseur du royaume de Portugal. Cependant, si on regarde le déroulement de la bataille, on s'aperçoit que les dires du duc d'Albe s'avèrent réalistes, puisqu'il en profitera durant la bataille. Démontrant sa supériorité tactique et son sens de la guerre, le duc d'Albe cherche à épuiser les défenseurs avant de lancer l'affrontement. Des musiciens espagnols ont joué toute la nuit en annonçant de faux préparatifs de bataille, forçant les Portugais à demeurer éveillés. Initialement, le duc a divisé son armée en 3, faisant face aux forces de Don Antonio qui tient le pont traversant l'Alcantara. Au centre du dispositif se trouve le duc d'Albe, avec toute l'infanterie espagnole et une partie des lance-quenets avec 6000 hommes. Sur les ailes, on trouve la cavalerie italienne dirigée par Prospero Colonna et allemande. Le reste de la cavalerie composée d'Espagnols forme l'escadron central. Le dernier escadron, venant de la gauche de Don Antonio, est détaché de l'armée principale du duc d'Albe, composé de cavaliers et d'infanterie espagnols sous les ordres de Don Fernando de Tolède, fils bâtard du duc d'Albe. Don Fernando de Tolède est un soldat espagnol du XVIe siècle, chevalier et grand prieur de l'ordre de Malte, vice-roi de Catalogne, membre du Conseil d'État du roi Philippe II. Sa jeunesse a été retracée par Lope de Vega. Fernando de Tolède est le fils illégitime de Don Fernando Alvarez du Tolède y Pimentel, duc d'Albe, né de sa relation avec la fille d'un meunier lorsqu'il était encore célibataire. Reconnu par son père, il est fait chevalier de l'ordre de Saint-Jean en 1541. Il accompagne son père dans les campagnes militaires en Flandre et au Portugal, où il commande la cavalerie avec le poste de capitaine général. En 1583, il est nommé au Conseil d'État et de guerre, poste qu'il occupe jusqu'à sa mort à Madrid en 1591. Selon la tactique du duc d'Albe, les offensives de l'attaque espagnole se sont développées simultanément afin d'exploiter au maximum la supériorité numérique tout en semant la panique dans les rangs lusitaniens. L'offensive terrestre sera suivie par l'armada commandée par le marquis de Santa Cruz, avançant contre les navires portugais pris au piège à l'est d'Alcantara, dont la passivité avait grandement profité à l'ennemi depuis leur débarquement à Cascaille. Avec l'écartement du danger d'une intervention de l'artillerie navale portugaise, le duc d'Albe déclenche l'attaque espagnole sur 3 fronts, de sorte à forcer Don Antonio à disperser le peu de troupes à sa disposition, dont le manque d'expérience empêche de tenir la position en infériorité numérique contre des troupes de vétérans.
Le long des rives du Tage, les tercios et les cavaliers espagnols commandés par Don Fernando de Tolède investiront l'aile gauche portugaise en traversant le fleuve à gué avec la cavalerie afin de couper la retraite des forces en défense, tandis que les troupes de Sancho de Avila, dans une position plus élevée, auront la tâche de charger le flanc droit portugais. Cependant, malgré un plan de bataille réglé, le combat commence par un assaut imprévu de l'infanterie italienne, à leur tête Prospero Colonna. Pour quelle raison le comte d'Ottière italien s'est-il aventuré seul dans l'avance soudaine italienne? Il faut y voir plutôt qu'un acte de pure folie ou de désobéissance, plutôt une tentative de bravoure chevaleresque pour la conquête du pont d'Alcantara, et sans doute pour récolter la gloire, agissant par pur égoïsme, souhaitant faire valoir sa renommée et le nom des Colonna au lieu de suivre le plan de bataille. Attitude chevaleresque, mais dangereuse, mettant d'une part une partie de l'armée en danger, risquant de nombreuses pertes, tout en déséquilibrant la stratégie du duc d'Albe, mais aussi risquant sa propre vie, avec le danger de faire baisser le moral des troupes italiennes, si leur commandant venait à périr. Mais il faut y voir également sans doute une autre raison, celle de vouloir acquérir l'honneur du champ de bataille avant l'entrée en scène des tercios, qui depuis la bataille de Pavie en 1525 sont les maîtres des champs de bataille. On peut aussi percevoir par le mouvement de Prospero Colonna une sorte de baroud d'honneur pour le comte d'Ottière et le combat à cheval, symbolisant une époque presque entièrement révolue, celle de la chevalerie et des guerres d'Italie, où les chevauchés et les actes de bravoure permettaient de remporter des combats effacés par la suprématie militaire des tercios unités d'infanterie espagnole, reines des champs de bataille jusqu'en 1643. Les unités à cheval prennent de plus en plus le rôle d'unités de choc et de poursuite des fuyards, plutôt que celle du Moyen-Âge consistant à rompre les lignes ennemies et créer la panique dans l'armée adverse. La cavalerie lourde sera considérée pendant tout le Moyen-Âge comme une arme décisive et les batailles tournent souvent à l'avantage du camp qui en possède le plus grand nombre. Pour contrer la cavalerie, la tactique s'oriente vers la défensive avec des forts en pierre ou des palissades de bois temporaires. À Crécy et à Azincourt, les chevaux de la cavalerie française se font massacrer par les archers anglais équipés de leurs arcs longs, les longbows, en bois d'if installés derrière des pieux et des fossés. Les armures lourdes se démocratisent et les boucliers deviennent de moins en moins utiles, libérant la deuxième main. La cavalerie lourde des chevaliers est fréquemment tenue en échec par une version modernisée de la phalange macédonienne d'Alexandre le Grand. Les troupes mercenaires suisses, des professionnels de la guerre, en font leur spécialité. À ces formations défensives viennent s'adjoindre les arbalètes, puis les armes à feu qui leur donnent des capacités offensives à distance. Les armes à feu apparaissent en Europe au Moyen-Âge durant le XIe et XIIIe siècle, avec les coulevrines et les arquebuses. La cavalerie doit évoluer et les chevaux lourds sont écartés au profit de chevaux puissants et légers. Les armures sont abandonnées au profit de cottes légères et de minces cuirasses. Mais la zone de manœuvre réduite sur le pont a considérablement réduit l'efficacité de l'offensive italienne et a temporairement favorisé les troupes de Don Antonio, qui ont réussi à stopper les troupes de Prospero Colonna. L'avant-garde italienne fut ainsi repoussée et comme le décrit Cristóvão de Portugal, fils de Don Antonio et participant à la bataille aux côtés de son père et son frère Don Manuel de Portugal, les troupes italiennes se trouvent même en difficulté, exigeant l'intervention rapide des lansquenets allemands dirigés par le capitaine d'infanterie italien Luigi Novara. Malgré un succès, l'armée du prieur de Crato démontre rapidement son inexpérience. Les troupes portugaises sont rangées en ordre désordonné, sans prendre le temps de se reformer. Après avoir repoussé Prospero Colonna, avec le signe de retrait des Italiens, le prieur de Crato, voulant pousser son avantage, prend la tête de son armée en montant à cheval et en levant l'étendard royal, ordonnant une charge frontale. Alors que le choc sur le pont avait lieu, Sancho de Avila exécute la manœuvre de flanc prévue afin de déloger les forces portugaises des tranchées. Dès l'avancée de la cavalerie, l'armée portugaise cède. Les troupes de Sancho de Avila franchissent les lignes défensives lusitaniennes et la plateforme d'artillerie portugaise est capturée. Puis vint la troisième partie de l'offensive, avec la cavalerie espagnole dirigée par Don Fernando de Tolède, disposant les arquebusiers à l'avant-garde, suivis des cavaliers et des hommes d'armes à l'arrière. Le fils bâtard du duc d'Albe charge l'arrière de l'armée portugaise, désorganisant les forces de Don Antonio. Cette action rapide et énergique a provoqué la panique dans les rangs portugais.
le prieur de Crato tente de combler les brèches et de réorganiser son armée brisée par le choc espagnol. Mais la perte de position sur le pont et l'artillerie laissent très peu d'espoir aux Portugais de remporter la victoire. Malgré la résistance de quelques Portugais bien organisés, à l'image de Diego Botelho, de Don Manuel de Portugal, ou encore l'escadron dirigé par Duarte de Castro, qui a vaillamment défendu les forces en retraite, les défenseurs, dispersés pour sauver leur vie, abandonnent leurs armes dans la fuite, alors qu'ils étaient poursuivis par l'infanterie et la cavalerie espagnole. De leur côté, les capitaines de navires portugais se rendent facilement au marquis de Santa Cruz, après un bref bombardement. Sur le terrain terrestre, les troupes espagnoles concentrent leur assaut final sur le centre où se trouvent Don Antonio et ses derniers fidèles, à l'image du père Estavo de Sampaio, qui sur son cheval combat avec une arquebuse, blesse un porte-étendard espagnol dont il capture le drapeau, tandis que le capitaine espagnol Don Fernando de Ayala grimpe les positions escarpées des Portugais pour à son tour s'emparer d'un drapeau de Don Antonio. Ce dernier, voulant dégager un de ses serviteurs, et le voulant dégager, fut blessé à la tête. On peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles Henri III, roi de France, n'a pas répondu favorablement aux demandes d'aide de la part de Don Antonio. Le royaume de France, ravagé sans cesse par la guerre civile, n'a plus les moyens de ses ambitions et ne peut plus lancer d'expéditions à l'étranger du fait de l'absence de fonds suffisants et de la nécessité de conserver le peu de troupes royales dans le royaume en cas d'invasion ou de reprise des hostilités avec les protestants, dirigés par Henri de Navarre. L'impossibilité de porter secours à Don Antonio réside également dans l'autorité royale, qui durant les différentes guerres de religion n'a cessé de se réduire face aux gouverneurs des provinces, qui sont parfois également adversaires des souverains valois, à l'image d'Henri de Bourbon, roi de Navarre, seigneur de Rouergue et en Quercy, et en plus gouverneur de Guyenne. Henri Ier, prince de Condé, est gouverneur de Picardie, mais certains sont, malgré leur foi catholique, ne sont pas pour autant des soutiens d'Henri III, rêvant d'indépendance et d'un pouvoir nobiliaire fort face à une monarchie qui penche en direction d'une centralisation toujours plus grande. Parmi ces aristocrates, on trouve le parti des ducs de Guise, contrôlant les gouvernements de Bretagne, Bourgogne, Champagne, Normandie, etc. Dans certaines régions, les deux partis se partagent le pouvoir, comme en Provence. Après la défaite d'Alcantara, Don Antonio et son dernier carré de fidèles se réfugient à Lisbonne, défendus seulement par quelques moines. Le prieur de Crato va effectuer un geste qui, au lieu de rassembler la noblesse et provoquer le grand soulèvement espéré, va au contraire apporter au fils de Don Luis de Avise la haine des nobles. Dans un geste désespéré, Don Antonio décide d'ouvrir les prisons et ayant mis en liberté un grand nombre de malheureux, les mémorialistes, les chroniqueurs ou les témoins directs apportent peu de détails sur les prisonniers au cours des batailles, et les autres sur les nombres des captifs, leur identité et les circonstances de leur arrestation ou leur sort après leur libération. De même, cela nous interroge sur le ressort réel réservé aux combattants non gentilshommes ou capitaines oubliés des guerres. Après avoir fait ouvert les prisons, Don Antonio abandonne Lisbonne, sachant pertinemment que le duc d'Albe ne rencontrera aucune difficulté pour s'emparer de la ville. La seule voie de repli est par voie terrestre en direction du nord, le port étant soumis au blocus du marquis de Santa Cruz. Le prieur de Crato rejoint la ville de Santarém, lieu de son acclamation comme roi de Portugal. N'étant pas poursuivi par le duc d'Albe, Don Antonio profite du répit pour soigner la blessure reçue à la tête. La décision du général espagnol peut surprendre et n'est pas de l'avis de tous, comme le rapporte J.A. de Thou dans son abrégé de l'histoire universelle. Le duc pense sans doute que s'éloigner de Lisbonne nuirait à la bonne prise de contrôle du royaume de Portugal et inciterait cette ville à poursuivre la lutte, craignant sans doute qu'une révolte éclate au Portugal, à l'exemple de celle des Pays-Bas, se caractérisant par la singularité d'une unité politique et religieuse acquise et aussitôt perdue. Dans sa fuite, Don Antonio est uniquement suivi par Don Juan de Portugal, évêque de Guarda, de Don Francisco de Portugal, comte de Vimioso, de Simon de Mascarana, d'Evora, de Diego Botelho, Manuel Quaresma et d'environ 40 cavaliers. La réaction de la ville est significative et démontre le changement d'attitude de la part des Lusitaniens, se trouvant découragés et résignés. En effet, l'armée de rebelles ne fut reçue dans cette place qu'avec peine, à condition qu'ils en sortent rapidement. Peut-on voir dans la décision du duc d'Albe une peur ou une autre explication ?
Il semble que Don Fernando Alvarez de Tolède n'ait pas pris au sérieux les affirmations transmises par ses informateurs et les traîtres portugais qui évoquent une fuite de Don Antonio en direction de Santarém. Mais les raisons qui poussent le duc d'Albe à commettre l'erreur de demeurer à Lisbonne tout en recherchant Don Antonio dans la ville, plutôt que de le poursuivre dans l'invasion, semblent d'une toute autre raison. En effet, les succès remportés par les Espagnols risquent de devenir inutiles. En 1580, Philippe II tombe dangereusement malade, au point que les médecins désespèrent de ses jours. En cas de mort de Philippe II, la succession est assurée, mais pas solide. Il a plusieurs enfants, à l'image de ses filles Isabelle Clara Eugenia d'Austria, âgée de 14 ans, Katharina Michaela d'Austria, âgée de 13 ans, et Don Maria de Habsbourg, âgée de 5 mois. Ses fils, Don Diego Félix d'Austria, âgé de 5 ans, Don Felipe de Habsbourg, futur Philippe III, âgé de 2 ans. La faiblesse de la succession au trône d'Espagne, ajoutée à la guerre dans les Pays-Bas, les ambitions de François de France, duc d'Alençon et duc d'Anjou, ne songeant qu'à profiter de la révolte pour se tailler un royaume en Flandre. Dans ces conjonctures, si Philippe II vient à mourir, il semble très difficile que la couronne espagnole conserve le Portugal, surtout que Don Antonio aura l'occasion pour relancer les hostilités, profitant du flottement lors de la succession ou d'autres familles aristocratiques, maintenues dans l'obéissance uniquement par la présence et le charisme de Philippe II. Mais le roi d'Espagne se remet et régnera jusqu'en 1598. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 21 mars 1580, c'est la trêve signée entre l'Espagne et l'Empire ottoman. Le 30 août, Charles-Emmanuel Ier le Grand devient duc de Savoie. Le 5 septembre, c'est la victoire du roi de Pologne, Étienne Báthory, sur Ivan le Terrible, avec la prise de Wileński-Łącki. Le 26 novembre 1580, c'est la paix de Flex, fin de la 7e guerre de religion en France. Comme on l'a vu, le 25 août 1580 se déroule la bataille d'Alcantara, opposant le corps de Philippe II commandé par le duc d'Albe aux forces rassemblées par Don Antonio. La bataille d'Alcantara est une victoire de Don Fernando Alvarez de Tolède, duc d'Albe. L'armée de Don Antonio est décimée. Elle est ainsi forcée de s'enfuir en direction de Porto avec l'intention de rassembler de nouvelles troupes pour contre-attaquer. Mais une nouvelle fois, cela se solde par une destruction lors de la bataille de Porto. Ainsi, à la fin de 1580, la majeure partie du territoire portugais passe sous le contrôle de Philippe II. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.